Pourquoi on aime autant les histoires? Pourquoi on aime autant suivre des personnages qui n'existent pas, qui vivent des vies qui n'ont rien à voir avec les nôtres, mais pourquoi est-ce que leur histoire nous tient tellement à cœur? Bienvenue dans Des Loups Lectrices, le podcast où on va parler de storytelling, de personnages et où être des loulous pourrait bien être la soloulou. Ah, l'été, cette période magique de l'année où tu n'as rien d'autre à faire que avancer ton roman. Qu'est-ce que tu fais encore dans ton lit? Allez, on fonce! J'espère que tu vas bien. C'est l'été et ça veut dire enfin le temps d'avancer à fond ton roman. C'est un peu comme un NaNoWriMo pour moi, le mois de juillet surtout. Le NaNoWriMo, si tu sais pas ce que c'est le National Novel Writing Month. C'est un challenge national américain, il me semble, mais qui recouvre l'internet à chaque mois de novembre. Et donc c'est un challenge d'écrivain pour en fait se pousser à avancer au maximum son roman au cours du mois de novembre. Je crois que l'objectif c'est un truc genre 50 000 mots, écrire 50 000 mots en un mois, un truc comme ça. Donc c'est un mois intensif. Et pour moi c'est un peu le mois de juillet surtout, parce qu'en général je suis plutôt quelqu'un qui part en vacances au mois d'août, donc le mois de juillet c'est écriture à fond quand j'ai le temps. L'année dernière, mon été, je l'ai passé à terminer Non élucidé, donc mon premier roman, que j'ai sorti donc en novembre 2024. Donc j'ai fait la relecture, la couverture, le prix, le résumé, les mots-clés, l'âge cible, etc. Vraiment, c'était une période hyper intense par rapport à ce roman-là l'été dernier. Mon objectif, c'était vraiment de lancer la publication début septembre pour me concentrer ensuite sur la promotion du roman. Et comme on est déjà plutôt en été, hein, je te propose de faire le tour de quelques tips pour écrire pendant l'été. C'est parti. Alors, petit tips numéro 1, définir son style de travail. C'est pas facile, je pense, de prendre des conseils quand tu as l'impression qu'ils sont pas adaptés à toi. La première étape, du coup, c'est en fait quel genre d'écrivain, d'écrivaine tu es et de quoi tu as besoin pour écrire. Est-ce que par exemple tu as besoin d'heures fixes ou d'heures flexibles? C'est-à-dire est-ce que ce sera tous les jours à 10 heures du matin ou est-ce que ce sera à n'importe quel moment de la journée mais selon d'autres paramètres qui vont t'aider à te mettre dedans? Ensuite, est-ce que tu as besoin d'un environnement particulier ou est-ce que tu peux écrire n'importe où? Dans un cas comme dans l'autre, qu'est-ce qui te met dans ton flot de travail? Ça, c'est une bonne question à se poser. Est-ce que tu as besoin d'avoir une bougie allumée à côté de toi? Est-ce que tu as besoin d'avoir une boisson? Est-ce que tu as besoin d'avoir un petit snack pour grignoter? Être devant une fenêtre? Avoir de la musique dans les oreilles? Les possibilités sont presque illimitées, je pense. Et l'idée, c'est juste de découvrir un petit peu qu'est-ce qui te permet de te mettre dedans le plus rapidement possible. Pour ça, petit conseil, le cerveau associe les choses, c'est l'idée du réflexe pavlovien. Donc le réflexe pavlovien, c'est un concept qui a émergé donc d'une expérience. Le concept, c'était que on faisait sonner une cloche à chaque fois qu'on donnait de la nourriture à un chien, tous les jours. Donc on lui donne de la nourriture et en même temps on fait sonner la cloche. Et au bout de plusieurs jours, je sais pas, en tout cas quelques temps, et ben ils ont essayé de simplement faire sonner la cloche, mais ils n'ont pas apporté la nourriture. Et en fait, ils se sont rendus compte que le chien était déjà en train de sécréter de la salive, c'est-à-dire que son cerveau se préparait à manger parce que le déclencheur était le son de la cloche. Donc ça veut dire qu'on peut aussi essayer d'entraîner le cerveau à se concentrer sur quelque chose de particulier si on le place dans un même environnement en jouant sur un ou plusieurs paramètres selon ce qui te plaît, selon ce qui marche pour toi, etc. Par exemple, si tu n'allumes ton diffuseur avec la senteur vanille que quand tu travailles, si un jour tu mets la senteur vanille, ton cerveau risque de l'associer au travail et potentiellement de se concentrer plus rapidement. Je te parle de ton diffuseur, que tu as ou pas, mais ça peut être absolument n'importe quoi. Tu peux te dire par exemple que tu ne manges que ton snack préféré que quand tu es en train d'écrire. Et du coup, bah, non seulement ça va être un truc sympa pour toi parce que c'est ton snack préféré, mais en plus, eh ben, ça te met dans un mood de je vais écrire. Donc ça me semble être un truc qui peut être sympa à essayer. Troisième petit point, est-ce que
tu as un plan ou pas de plan pour ton roman. Donc il y a plusieurs types d'écrivains qui portent des noms rigolos comme jardinier ou architecte, je crois. On pourrait faire un épisode là-dessus, tu me dis si ça t'intéresse. En tout cas, l'idée c'est qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire, le but c'est juste de trouver la sienne. Moi, si tu veux que je te donne mon exemple, je planifie grossièrement et très souvent ça part en freestyle quand j'écris parce qu'il y a souvent une illumination qui me vient en écrivant. Et je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin de tout planifier vraiment au détail près, leur chapitre. Donc tu vois, tu vas avoir un plan hyper précis de le synopsis complet, chaque chapitre, ce qui se passe dans chaque chapitre. J'ai même entendu des planifications de ce qui doit se passer dans chaque scène, tu vois, de dialogue. Donc c'est hyper hyper précis. Donc en fait, tu peux aller à n'importe quel niveau de précision qui te plaît. Faut juste savoir ce qui marche pour toi. Euh, donc en gros, le but c'est que tu te mettes dans les meilleures conditions pour taper ton sprint d'écriture et abattre une grosse partie du travail avant de commencer, que tu aies besoin de faire un plan très détaillé ou pas. Tips numéro 2, se fixer des deadlines. Alors ça, c'est ma méthode préférée. C'est un des trucs qui marche le plus pour moi. C'est que je m'engage à avoir fini le premier jet à telle date, je m'engage à publier le roman à la rentrée. Donc entre-temps, je n'ai pas bien le choix que de tout faire pour y arriver. Je te parle, je ris un petit peu parce que je suis actuellement en train de terminer, ou je devrais plutôt m'y mettre vraiment rapidement mon prochain roman, qui est une nouvelle saga que je veux commencer. Donc j'ai ma saga Non élucidée, qui est ma première saga, comédie romantique d'espionnage, qui est une trilogie. Pour l'instant, il y a 2 tomes. Et le troisième, j'aimerais bien qu'il arrive en 2026. Et entre-temps, j'aimerais bien commencer une nouvelle saga de comédie romantique, de romance universitaire. Je suis à fond. Mais du coup, j'aimerais bien le sortir en septembre et il faut que je me dépêche. Si tu veux plus de détails sur ce projet, tu n'hésites pas à m'en faire part. C'est aussi ça que j'aime personnellement dans l'auto-édition, si c'est un aspect qui toi t'intéresse, c'est que je peux me fixer des échéances en fonction de mes habitudes d'écriture, de ce que je sais que je peux faire. C'est-à-dire que je sais que l'été par exemple, en général j'ai pas mal de temps pour écrire. Ça peut varier et du coup c'est ça qui me semble pratique en tout cas dans la notion d'auto-édition et d'être écrivaine indépendante, c'est que je peux à peu près me caler en fonction de ma vie et de ce qui se passe pour moi en ce moment. Alors la deadline, pour ce qui est de la psychologie derrière la deadline, on va avoir tout d'abord la loi de Parkinson. Peu importe le temps que j'assigne à une tâche, il est probable que je la réalise dans ce temps imparti. Je répète, peu importe le temps que j'assigne à une tâche, il est probable que je la réalise dans ce temps imparti. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je me donne 3 jours pour faire le plan de mon roman, il est probable que je mette 3 jours. Si je me donne 3 semaines pour faire ce même plan, donc la même quantité de travail, il est probable que j'utilise tout le temps imparti de la même façon parce que je me dirais que j'ai le temps, peut-être, parce que je vais procrastiner, parce que psychologiquement, c'est pas tellement une question de quantité de travail que d'estimation du temps qu'il reste pour le faire par le cerveau. C'est aussi ce qui se cache derrière oui, non, mais j'ai encore le temps pour réviser mes partiels. Si t'es encore en études, tu sais peut-être de quoi je parle. Non, non, mais j'ai encore le temps pour réviser mes partiels. Oui, 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 oui. Et puis ensuite, eh ben, tu vas faire quoi? Tu vas réviser comme une malade les 2 ou 3 semaines avant les partiels. Alors qu'en réalité, t'aurais pu te mettre 6 mois à l'avance. Mais tu t'es laissé 2 semaines pour le faire. Et globalement, tu y arrives plutôt bien, hein. Mais comme tu t'es laissé en fait 6 mois pour le faire, bah, du coup tu l'as fait en 6 mois. Ou plutôt en 2 semaines. Mais tu vois ce que je veux dire. Et d'autre part, la deadline, c'est aussi la notion de partenaire d'engagement. Je sais plus si c'est exactement comme ça que ça s'appelle. C'est une notion que j'ai vue dans le livre Miracle Morning de Hal Elrod. C'est en tout cas l'idée de s'engager auprès de quelqu'un d'autre. Donc, c'est un peu triste, mais c'est vrai. On met davantage un point d'honneur à respecter ses engagements envers les autres plutôt que ceux envers soi-même. Ça veut dire qu'en t'engageant auprès de quelqu'un, que ce soit ta famille, tes lecteurs, si tu publies par exemple sur une plateforme comme Wattpad, ou si t'es même écrivaine déjà publiée, tu vois, sur tes réseaux sociaux,
Moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Tes copines écrivaines ou pas d'ailleurs, si t'as une copine qui est prête à t'envoyer un message de temps en temps pour te dire «Eh oh, il en est où ton roman?» C'est super gentil de sa part et c'est trop cool. Hésite pas. Et ben, en tant qu'agent envers quelqu'un, peu importe qui, tu multiplies tes chances de remplir l'objectif parce que bah, psychologiquement, tu vas vouloir remplir cet engagement pour pas que la personne derrière soit sur ton dos à te dire «Eh mais tu l'as pas fait» et tout. Et puis t'as vu, de soi à soi, c'est pas cool de se dire qu'on n'a pas rempli ses promesses envers quelqu'un. Troisième tips, comment on fait pour rester inspiré? Alors je sais pas toi, mais moi parfois j'ai toutes les conditions réunies. Je suis calée devant mon ordi, je suis prête à écrire, et puis rien du tout. C'est le vide et je ne sais pas comment faire avancer la scène. Parce que moi aussi, parfois je m'arrête en plein milieu des scènes, bah parce que j'ai plus le... Soit je suis un peu fatiguée, genre je sature et j'arrive pas. Et du coup, je m'arrête en me disant que cool, comme ça, je reviens, je suis au milieu de la scène et je vais pouvoir l'écrire facilement. Bah, pas toujours. Ça pourrait être un bon tip, ça aussi. Si t'es chaud pour ça, peut-être arrête-toi en plein milieu d'une scène où t'es grave inspiré. Potentiellement, comme ça, quand tu reviens, t'es vraiment à fond. J'avais vu ce tips, c'était pas pour de l'écriture, c'était pour du montage vidéo, je crois. C'était une créatrice de contenu, malheureusement, je ne sais plus qui c'est. Mais en gros, elle disait que elle se laissait un truc en fait au milieu. Comme ça, quand elle vient, quand elle s'arrête de travailler, elle laisse un truc au milieu, genre un truc qu'elle aime pas trop faire. Comme ça, quand elle revient, elle a plus qu'à poursuivre ce truc et elle a pas à se demander «Oh, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas envie de faire du montage», etc., etc. Donc pourquoi pas? Et du coup, pour rester inspiré, ben, parfois, l'inspiration frappe au bon moment. C'est cool. T'es devant ton ordi, parfait, il te reste plus qu'à écrire. Et puis parfois, on voudrait qu'elle vienne, mais elle ne vient pas. Sauf que quand on a des deadlines, CF le point numéro 2, le but n'est pas d'attendre l'inspiration. À ce moment-là, je te propose une technique que j'ai intitulée le projet chill. Attention, avant ça, je te préviens, le projet chill, ça marche de temps en temps. Ne me fais pas que ton projet chill, d'accord? Le projet chill, c'est quoi? C'est le petit nom rigolo que j'ai trouvé pour le concept de me dire que j'écris plusieurs livres en même temps. J'ai déjà fait un post à ce sujet sur Instagram et TikTok, tu pourras aller voir si tu veux. En gros, bah parfois j'ai envie d'écrire, tu vois, j'ai l'inspiration pour écrire, mais pas mon projet en cours, pas mon projet à deadline là, tu vois, celui-là qui fait un peu peur des fois, mais pas celui-là. Et du coup, j'ai quand même envie d'écrire, mais juste pas ça. Du coup, bah, j'ai envie de procrastiner. Et plutôt que de me dire, je vais procrastiner et je vais pas écrire, je vais pas utiliser cette énergie d'écriture que j'ai, et ben je décide de l'utiliser dans un autre projet que j'appelle le projet chill. Chill pourquoi? Bah parce que en fait, c'est un projet tranquille sur lequel j'ai pas vraiment de deadline, que je suis même pas sûre de publier un jour. Bon, globalement, j'espère le publier un jour, mais c'est un projet en tout cas sur lequel j'ai pas de deadline, dont j'ai parlé à personne, personne sait qu'il existe. Et c'est juste moi et mon écriture et je fais ce que je veux dedans. Et ben là, je me mets à écrire mon projet chill. Pour la petite anecdote, la nouvelle saga là que je commence, eh ben, c'était mon projet chill pendant que j'écrivais Non répertorié, qui est donc le tome 2 de la saga Non élucidée. Deuxième tips pour rester inspiré, que l'inspiration n'est pas là, comment on la provoque? Relire quelques chapitres précédant le moment où tu bloques. J'aime bien faire ça, c'est-à-dire que, imaginons que je suis à un chapitre où je bloque un petit peu, je sais pas trop comment je vais me sortir de là, j'ai eu une super idée de problème et maintenant il faut le résoudre, la blague. Et bah parfois ce que je fais, c'est que je remonte quelques chapitres plus tôt, et je relis jusqu'à arriver au moment où je dois bah, continuer à écrire. Donc déjà d'une part ça me fait plaisir parce que bah, j'aime bien ce que je lis, donc je suis contente de voir que j'aime bien ce que j'ai écrit un peu plus tôt, donc ça me remonte le moral. Et deux, quand j'arrive, bah en fait je suis dans le flow de l'histoire. J'ai suivi quelques chapitres, etc. Les actions s'enchaînent dans ma tête.
Et donc ça refait partir la moulinette, on va dire, du storytelling, de l'histoire. Du coup, j'ai plus de facilité, peut-être parfois, à imaginer ce qui vient derrière. Troisième petit tips, c'est fermer les yeux et se mettre à la place du personnage qui te fait bloquer. Imaginez la suite selon le caractère de tes personnages. C'est ce qu'on appelle une histoire qui est character driven. Donc c'est... comment je vais dire ça? C'est conduite par le personnage. Ça veut pas dire grand-chose en français, j'espère que tu vois ce que je veux dire. Euh, C'est-à-dire que en fait, il y a deux choses. C'est soit une histoire, elle est plot driven, soit elle est character driven. Plot driven, ça veut dire qu'elle est conduite par le plot, par l'histoire, les événements qui arrivent, les événements extérieurs qui vont venir arriver à tes personnages, et eux, ils réagissent au fur et à mesure. La notion de plot-driven et character-driven, c'est assez répandu dans le monde de l'écriture. Mais si tu es anglophone, je trouve que Abby Emmons, elle en parle très bien sur YouTube. Et en tout cas, moi, c'est là que j'en ai entendu parler pour la première fois. Donc si ça t'intéresse, tu peux aller voir. C'est souvent ce qu'on reproche quand les personnages féminins, souvent, j'avoue, souvent on peut reprocher à des personnages féminins dans des livres d'être trop passives, c'est-à-dire qu'elles réagissent à ce qui leur arrive, mais elles ne prennent pas de décision active et du coup ça les rend un petit peu fadasses. Parfois c'est des avis qui ressortent sur certains bouquins. L'idéal c'est bien sûr que ce soit et plot driven et character driven. Mais quand tu bloques à un moment, eh ben, peut-être essaye de faire cet effort d'être character driven en se disant ok, là mon personnage il est dans telle galère et je sais pas comment il va s'en sortir. Si j'étais à sa place, qu'est-ce que je ferais? Et tu vois ce qui te vient. Quatrième tips pour écrire en été, si tu ne vis pas seul. Alors, surtout l'été, on peut se croiser. Avec toutes les vacances, tu as peut-être moins de moments pour toi toute seule, où tu peux vraiment être dans ta bulle, à supposer que ce soit quelque chose dont tu as besoin. Hein. Encore une fois, tu peux te référer au point numéro 1. Peut-être que toi, tu as besoin d'avoir du chaos autour de toi pour être vraiment dans ton flot de travail, et bah en vrai, trop cool. Perso, c'est pas mon cas. J'ai un peu besoin d'être dans ma bulle, d'être tranquille pour pouvoir avancer mon roman. Et bah, en l'occurrence, moi, je ne vis pas seule. Donc c'est vrai que l'été, bah, il y a beaucoup de mouvements autour de moi. Et bah, du coup, c'est pas toujours facile de pouvoir se concentrer. Alors là, qu'est-ce que je fais? Soit je vais écrire ailleurs. Donc ça peut être une bibliothèque, un café, un espace de coworking. Il y a plein d'options. Tu prends ce qui te va le mieux, selon aussi le format où tu écris. Peut-être que si tu écris sur un carnet, bah, tu peux aller juste au parc ou un truc comme ça. Euh, ou sinon, tu peux choisir ton moment. Donc c'est soit un moment où tu sais que tu peux être en mode focus. Moi par exemple c'est le matin. Je sais que le matin, je suis la plus productive, j'aime bien le début de la journée, ça me donne plein d'énergie et tout. Et bah du coup, je sais que le matin, j'aime bien me caler pour écrire. Surtout que, bah en vrai, je sais que tout le monde est assez calme le matin, donc la maison est calme. Et donc, bah, c'est parfait pour moi pour pouvoir écrire et tout. Euh, donc soit c'est un moment où tu sais que tu peux être tranquille, soit... donc soit c'est une heure, soit c'est un moment, tu vois, genre, je sais pas moi, après le repas, chacun va dans son coin, du coup, t'es tranquille pour écrire, et bah là, parfait, hop, t'as ton moment. Et le cinquième tips, un peu bateau, mais pas des moindres, je pense, amuse-toi. Le but, c'est que tu te souviennes que tu aimes écrire, pourquoi tu aimes écrire. C'est aussi pour ça que j'aime bien l'idée du projet chill. C'est un peu l'idée de se dire, ah oui, c'est vrai, j'aime bien écrire. Tu vois, parfois quand tu essayes de faire un métier de quelque chose, bah, tu te mets une certaine pression. euh, et du coup, ça peut être difficile parfois. Tu sais, c'est comme quand tu kiffes ton métier, mais que le matin, quand même, à 7 heures, ça donne pas trop envie de se réveiller. Bah, c'est un peu ça. Et pour combattre ce truc-là, n'hésite pas à t'amuser.
Voilà, c'était les 5 tips que j'avais à te proposer pour écrire en été. Évidemment, moi-même, j'ai plein de progrès à faire pour les appliquer, pour trouver ce qui marche encore pour moi, etc. En tout cas, c'était des pistes de réflexion, donc j'espère que ça t'a apporté quelque chose et que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à me rejoindre sur Instagram, TikTok, Pinterest. Si tu veux jeter un œil à mes romans, mon Linktree est dans la description. Et je te dis à la prochaine!